Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au journal du dimanche soir. Nous le disions, journal XXL qui aborde les actualités aussi diverses que variées. Plusieurs actualités donc à aborder aujourd'hui dimanche. Nous sommes 13 décembre et nous allons nous intéresser donc à cette commémoration, celle de l'assassinat de Norbert Zongo. 22 ans après, aujourd'hui, nous étions à des poses de gerbes de fleurs, à un meeting, décryptage et échange sur ce plateau avec des invités, notamment sur la question. Autre sujet abordé dans ce JDS, le 11 décembre, nous reviendrons sur cette passation de flambeau, fini donc Banfora. Dans ligne de mire, nous avons Zignaré. Quel est l'engouement notamment pour ce grand rendez-vous, échange et décryptage notamment avec le monsieur politique de True TV. Et nous allons aussi parler économie, notamment avec le FB2S, le Fonds burkinabé de développement économique et social. Comment a-t-il été mis en place? Quelles sont ses missions? Échange avec David Nana qui s'occupe des questions économiques à True TV. C'est ainsi donc le déroulé du JDS de ce soir, journal du dimanche soir. Et puis n'oubliez pas, on parle à ce rendez-vous sport et cela se fait avec Assami Tiamtouré qu'on aura donc vers la fin de ce rendez-vous. Nous avons dit plusieurs sujets à aborder et le premier il est politique et c'est la première rubrique. Nous l'annoncions, un anniversaire fort suivi, puisque chaque année, ce qui est demandé, c'est encore justice dans cette affaire. Et aujourd'hui, le collectif contre l'impunité, regroupement de syndicats, partis politiques, mouvement des droits de l'homme, a déposé ce vendredi 13 décembre au cimetière municipal de Ouagadougou des gerbes de fleurs sur la tombe du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Ceci pour marquer cet anniversaire du décès du journaliste. Ils ont exigé par la même occasion, une fois de plus, que la lumière soit faite sur cet assassinat horrible. Gagné, je précise, dimanche et non vendredi. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'était des moments d'émotion et de recueillement ce 13 décembre au cimetière municipal de Gunguin, là où reposent les victimes du drame de Sapouy, à savoir Ernest Zongo, Ablassé Nikema, Blaise Ilboudou et le journaliste Norbert Zongo. À cela s'ajoute Flavien Nébier, décédé en décembre 2000 dans la lutte pour la recherche de la vérité dans le dossier Norbert Zongo. 22 années de lutte pour que justice soit rendue et le collectif syndical n'entend pas baisser les bras. Et ça fait 22 ans que ça dure et ça fait 22 ans également que nous sommes debout. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, la mobilisation elle est effective non seulement à Ouagadougou, mais sur l'ensemble du territoire national. Je crois que c'est un acte qu'il faut perpétuer jusqu'à ce que la vérité et la justice se fassent. Vous avez pu suivre ensemble le 5 décembre dernier le point de presse du procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui est revenu sur les différentes étapes de la procédure à l'heure actuelle. Je crois que c'est une première qu'il faut saluer à sa juste valeur. Mais comme je l'ai dit, il faut poursuivre la lutte jusqu'à ce que la vérité et la justice se fassent autour de ce crime odieux. Selon l'avocat des victimes du drame de Sapouy, Maître Benewende Stanislas Sankara, le dossier en instruction n'a commencé qu'après l'insurrection d'octobre 2014. Cependant, il a espoir que le dossier connaisse un dénouement satisfaisant au regard de la volonté de la France à extrader le principal accusé, François Compaoré. D'une manière générale, il faut retenir qu'il y a une instruction sérieuse en vue d'un procès équitable qui va respecter les normes et les standards internationaux. Si M. François Compaoré ne veut pas comparaître, on peut passer outre et aller par exemple par la voie de contumace. Cela est une possibilité. Mais pour que effectivement le dossier ait toute l'ampleur et toute la sérénité, il aurait été en tout cas plus sage que la demande d'extradition du Burkina Faso soit en tout cas suivie d'effet. Parce que déjà une décision de justice qui a été rendue, il y a des accords de coopération entre le Burkina Faso et la France. Et moi je pense en tout cas que de ce point de vue-là, on peut espérer que la France fera diligence.
Hommage a été également rendu aux martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du coup d'État de septembre 2015 par les collectifs syndicaux. Ils ont réaffirmé leur engagement à continuer la lutte pour le respect des valeurs démocratiques au Burkina Faso. Pause de gerbe de fleurs que nous proposait donc Niénié de notre rédaction, et c'était ce matin même. Je le disais, le JDS, c'est des actualités qui vous sont présentées, mais qui sont aussi débattues à travers des échanges, toujours sur ce plateau. Et j'ai deux invités qui sont avec moi. Je m'en vais d'abord vous présenter Bourema Oudrago, qui est le directeur de publication du journal Le Reporter. Bonsoir Bourema, merci d'être avec nous. Et l'autre visage, c'est Abdoulaye Diallo Diménez. Vous êtes coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy. On va dire des images qu'on a l'habitude de voir chaque année, hein, cette pose de gerbe de fleurs. On a vu encore ce qui est présenté à chaque fois. Il faut justice dans cette affaire, il faut qu'on sache qui a fait quoi. C'est toujours, comme dirait l'autre, la même rengaine, quoique pour nous journalistes, ce ne soit pas une rengaine, c'est vraiment différent, de façon différente que nous vivons cela. Mais moi j'ai d'abord une question d'entrée. On a vu ce collectif-là. Il y a Norbert Zongo à qui il est rendu hommage, mais vous avez derrière Flavien Nébier, Dabo Boukari, Sissé Fahadou, Balima Amar, les victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014, de la résistance du putsch du 16 septembre 2015, et puis toutes les autres victimes ciblées et de crimes politiques. Est-ce que, et je commence avec Bourema, est-ce qu'on n'a pas Norbert Zongo qui est noyé un peu dans tout ça? Norbert Zongo qui est noyé, non, Norbert Zongo ne peut pas être noyé. Et ça, on peut aligner tous les dossiers. C'est vrai, une vie égale à une vie. Norbert Zongo lui-même aurait voulu, effectivement, s'il était vivant, effectivement, se battre pour les noms dont vous avez cités, parce que Norbert Zongo, c'est celui qui s'est battu pour le droit à la vie. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que, comme disent les Mossi, les cailloux profitent de l'huile, du haricot pour avoir l'huile. Donc, que derrière Norbert Zongo, on aligne d'autres Burkinabés qui ont été victimes des crimes, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, ce qu'il faut effectivement, c'est que dans le traitement des dossiers, c'est pas les mêmes dossiers. Au niveau de la justice, certainement, ils feront le tri pour savoir que vaut chaque dossier, comment on traite de chaque dossier. Maintenant, dans les cas, le dossier de Norbert Zongo est particulier en ce sens qu'il s'agit effectivement d'un crime emblématique contre la liberté de la presse, contre la liberté d'expression, contre l'aspiration du peuple à l'émancipation. C'est ça qui fait la différence aussi avec les autres, qui font aussi effectivement que, bon, c'est pas... Après lui, on peut effectivement ajouter tous ceux qui ont été effectivement victimes des crimes, et c'est pas mauvais en soi. La même question pour Diallo Ménès. Parce que le 13 décembre, quand même, c'est une date symbole. Bon. C'est Norbert Zongo direct qu'on voit. Totalement. Et dans tous les cas, on a beau aligner. 13 décembre, ça restera toujours l'affaire Norbert Zongo. Et pour moi, il faut être stratégique. Voilà, parce qu'il y a des dossiers emblématiques. Et comme sorte d'indicateur. Quel est l'indicateur objectivement vérifiable qui peut nous dire que la justice fonctionne, qui peut nous dire qu'on peut faire confiance à la justice? C'est du traitement diligent des dossiers emblématiques. Et le dossier Norbert Zongo fait partie. Si la justice arrive à conduire le dossier Norbert Zongo jusqu'au bout et que justice est faite, je pense que ça va renforcer la confiance des Burkinabés. Et tous les autres dossiers peuvent aussi connaître le même sort. Je pense que c'est un peu comme ça que moi je vois ça. Je ne pense pas que le fait d'ajouter, même si c'est discutable, en termes de stratégie, en termes d'efficacité, je ne crois pas que ça puisse noyer le dossier Norbert Zongo, parce que c'est un dossier emblématique. Je pense que c'est une manière peut-être de faire profiter peut-être de la lumière qu'il y a toujours sur le dossier Norbert Zongo, pour rappeler peut-être qu'il y a aussi d'autres dossiers à prendre en compte. Et ça pose toujours le problème de justice. C'est le manque de justice. Le gros problème que nous avons depuis plusieurs décennies, c'est la question de la justice. Donc ça nous repose au centre de nos vraies préoccupations, le manque de justice, l'accès à la justice, parce que c'est le problème numéro un de tous les Burkinabés. Tous les sondages, toutes les enquêtes le montrent, les Burkinabés pointent toujours la question de la justice. Donc moi je pense que je préfère voir ça sous cet angle-là de dire, c'est un indicateur, comment on fait pour régler la question de la confiance à la justice. Mais il faut régler les dossiers diligents, il faut régler les dossiers Norbert Zongo.
Et puis on a entendu aussi un certain nombre du collectif rappeler que du point de vue de la justice, ça piétine. Bon, il y en a qui ont une lecture un peu tout autre, parce qu'il regarde quand même depuis le fameux PV où on parle de mort accidentelle, après on questionne un certain nombre d'éléments dont ceux du RSP, et puis on a le non-lieu, on revient avec un changement de direction, notamment avec l'insurrection populaire qui survient, et puis il y a des espoirs, et je me rappelle que l'année passée, si ma mémoire est bonne, vous demandiez concernant François Compaoré et à l'ambassadeur justement de France au Burkina Faso de diligenter tout ce qu'il faut pour qu'il soit ramené ici. On a l'impression de quoi? Tout près de la fin, et qu'on est impatient, ou bien c'est la réalité qu'il y a une justice franchement qui tarde à s'assumer, même si les choses ont changé? Moi, je pense que c'est un sentiment normal. Hein. Quand on est tout près du but, on est souvent impatient. Quand on a parcouru un long chemin et qu'on sent que bon, là on a épuisé un peu toutes les procédures, il reste presque le dernier virage pour qu'on ait justice pour Norbert Zongo, on est impatient. Dans l'impatience, ça se comprend. Et dans tous les cas, la leçon aussi qu'on tire de tout ça, c'est qu'il faut toujours la pression. Il faut toujours être déterminé. Il faut multiplier les actions. Donc voilà l'action que nous on a menée l'année dernière avec l'ambassade de France. Oui, c'était pour continuer à mettre toujours la pression, parce que la justice française, à l'époque, avait fait tout son travail. On avait épuisé tout le volet judiciaire. Et il restait maintenant le volet administratif. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant que l'État, le gouvernement français, prenne le décret d'extradition. C'est ça qui nous avait amené à faire cette action vis-à-vis de l'ambassadeur de France pour transmettre un message des journalistes africains. C'est important parce que c'est lors du FILEP en 2019 que tous les journalistes, les 200 et quelques journalistes de 35 pays africains qui étaient présents ont signé une lettre pour demander aux autorités françaises de répondre à cette requête du Burkina Faso pour extrader François Compaoré. Donc le fait de diversifier et de montrer qu'on est résilient et qu'on est déterminé, c'est ça qui détermine le dossier. Au début, il y a eu une avancée parce qu'il y avait la pression de la rue. Et ensuite, quand la pression de la rue a baissé en 2006, il y a eu non-lieu. Et ensuite, le pouvoir a joué dessus jusqu'à ce qu'il y ait l'insurrection. L'insurrection, premier acte de l'insurrection, c'est le retour en surface du dossier Norbert Zongo. Vous voyez? Donc c'est ça aussi l'histoire, et c'est pour ça qu'il faut être toujours résilient, il faut toujours être déterminé dans la lutte, parce que tôt ou tard, on va avoir justice pour Norbert Zongo. C'est cette même optimisme à vous partager. Oui, parfaitement. Je crois qu'on revient de loin. Il faut à un moment donné aussi qu'on soit beaucoup plus réaliste et plus pragmatique. On revient de trop loin parce qu'en 2006, quand on classait le dossier de Norbert Zongo, on était loin de s'imaginer effectivement que quelqu'un comme François Compaoré allait fuir pour se refuser derrière des prétextes fallacieux pour ne pas venir répondre devant la justice. Aujourd'hui, effectivement, le fait même déjà d'avoir ce mandat d'arrêt international, qu'il y ait eu effectivement la justice française est statuée au fond par rapport à ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, on ne discute plus du fond du dossier, si les présomptions qui pèsent sur M. François Compaoré sont fortes ou pas. On discute si la validité du décret d'extradition. Ça veut dire qu'il y a une avancée sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, c'est un problème administratif qui est discuté devant la justice française. On est passé l'étape du dossier assassinat de Norbert Zongo. Parce que là, effectivement, que ce soit au niveau de la Cour d'appel de Paris, que ce soit au niveau de la Cour de cassation, les juges, en tout cas, ont été convaincus que les présomptions qui pèsent sur M. François Compaoré sont lourdes, effectivement, et ils doivent venir se défendre devant la justice burkinabé. Maintenant, c'est ça qui a motivé le Premier ministre français à prendre le décret pour son extradition. Maintenant, ses avocats ont introduit un recours contre le décret qui est un acte administratif, en disant effectivement que le décret est politique et non pas juridique, parce qu'ils ont essayé d'avancer un certain nombre de thèses. En tous les cas, normalement, selon les informations que nous avons, le dossier doit passer devant le Conseil d'État le 18 décembre prochain. Et si le Conseil d'État tranche, normalement, effectivement, que le décret, si même le Conseil d'État rejette le décret, en fait, ça ne remet pas en cause la procédure. Le Premier ministre français doit reprendre son décret pour la rendre plus conforme à la loi française, afin effectivement que François puisse être extradé. Donc on est vraiment passé à une autre étape. Sauf qu'effectivement, après ça, il peut effectivement introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais tout ça sera que des subterfuges pour faire retarder la procédure. En tous les cas, selon les informations que nous avons des professionnels du droit, les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif de l'extradition. Donc, nous attendons de pied ferme la décision du Conseil d'État. Une fois que le Conseil d'État a avisé et que c'est
le décret est conforme, nous commençons effectivement à nous préparer effectivement pour assister à un bon procès équitable où M. François Compaoré, comme tout citoyen, aura le droit et toute la latitude de se défendre conformément à ses droits, conformément à la constitution du Burkina Faso. C'est tout ce que nous demandons. Je reste avec vous, Bouraïma. C'est vrai que c'est l'une des pièces maîtresses du puzzle et dont on attend la reconstitution, mais il y a un élément qui a été abordé tout à l'heure par l'un des avocats qui, depuis le début, on sait bien qui bataille pour cela. Il a parlé du jugement par contumace. Tout le temps, on dit, bon, il faut qu'ils viennent. On a vu des jugements ici sur certaines affaires. Les gens ne sont pas venus, mais ça s'est fait. Ils ont été condamnés. Et pourquoi est-ce que pour le cas, par exemple, de ce dossier Norbert Zongo, on a l'impression qu'il faut forcément que ce monsieur-là arrive pour que ça continue. Même pour ceux qui mènent la lutte comme vous. Non, sauf que là, on a une procédure qui est engagée, qui est en bonne voie. Si au terme de cette procédure, on n'a pas François Compaoré, je crois que la justice avisera. C'est ce que l'avocat dit. On peut effectivement, mais quand on peut avoir l'inculpé ou l'accusé pour le juger, pourquoi se précipiter et puis faire un procès par contumace? Donc moi je crois qu'aujourd'hui, on a pu patienter pendant 22 ans. C'est pas le temps d'épuiser la procédure en France qui doit faire en sorte que ça va entacher le dossier. Moi, je crois qu'on doit s'armer davantage de patience pour nous donner toutes les chances d'avoir un procès où on ne nous reposera pas. Le meilleur hommage qu'on peut rendre à Norbert Zongo aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui le croient, que le meilleur hommage qu'on peut rendre à Norbert Zongo aujourd'hui, c'est d'avoir un procès équitable, où tous les accusés ont pu se défendre, où on ne sent pas l'ombre d'un seul doute par rapport effectivement à un traitement inéquitable vis-à-vis d'un des accusés. Autrement, on n'aurait pas rendu l'hommage que Norbert Zongo mérite, parce que Norbert Zongo s'est défendu, a sacrifié sa vie pour les droits humains, il a sacrifié la vie pour les droits des autres, et il ne serait pas bon qu'on essaie de lui rendre justice en bafouant les droits des accusés. Donc, François Compaoré et ses avocats doivent se mettre dans cette dynamique. Je pense qu'ils doivent quand même... Ils doivent se mettre dans cette dynamique qu'on leur donne toute la latitude de pouvoir défendre leurs droits. Et que, en fait, c'est tout ce que le peuple burkinabé demande, tout ce que les confrères de Norbert Zongo demandent aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se défendre devant une justice équitable. Autrement, s'il pousse effectivement à une situation où on doit passer par contumace, la justice n'aura d'autre choix que de le faire. Parce que tôt ou tard, advienne que pourra, il faut un procès pour Norbert Zongo. D'ailleurs, c'est ce que Prosper Farama disait, parce qu'il est avocat aussi de la partie civile. Il dit s'il veut être cynique, mais le procès par contumace, ça les arrête parce que c'est comme un forfait. Oui. C'est comme un match où tu se forfait parce que l'adversaire n'est pas là. Et comme, y compris les partis civils, tout le monde veut que toutes les parties soient là. Moi, si j'étais François Compaoré, mais je viens répondre devant la justice de mon pays. C'est aussi simple que ça. Parlons justement de la justice de notre pays. On pense que les choses ont quand même évolué. Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez pu faire venir quand même, c'est Aruna Yoda, qui est le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Hein? C'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude, c'est pas, quand on prend ce qu'on a comme hiérarchie au niveau de la justice, c'est pas des messieurs qu'on a l'habitude dans des centres comme celui de Norbert Zongo à venir expliquer pourquoi est-ce que depuis 22 ans on en est là. Il y a quand même une avancée. Non, c'est clair que c'est un indicateur aussi intéressant du changement qu'il y a et des possibilités aussi qu'on a. Ça nous change, c'est vrai que c'est historique. C'est la première fois qu'un procureur foule les pieds du Centre national de presse Norbert Zongo. Et je me souviens d'ailleurs quand on avait proposé cette idée, c'était de dire j'ai dit non, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer, il faut trouver les bons arguments, il faut savoir convaincre les gens, et il faut assurer aussi, donner la garantie que ça va être une discussion, c'est un club de la presse, c'est les journalistes que vous rencontrez, les journalistes sont préoccupés par le dossier Norbert Zongo, et je profite d'ailleurs pour remercier aussi bien le procureur général que le procureur du Faso qui ont tous les deux, honnêtement, aucune difficulté. Ça, je vous le dis, dans la démarche pour les invités au centre de presse Norbert Zongo. D'ailleurs, on s'est pris très tard, mais ça a fonctionné. C'est dans la même semaine, lundi, que le procureur a été joint, dès que l'idée a été validée, et le samedi, il était dans nos locaux pour rencontrer la presse. Vraiment, il faut saluer cela. C'est un acte historique, et je pense que c'est un acte aussi qui donne de l'espoir. Même si c'est vrai que les journalistes auraient voulu en apprendre un peu plus, avoir des scoops et tout ça, il n'y a pas eu ça. Il est resté très professionnel et très dans son rôle. Mais pour nous, l'acte même de venir au centre de presse Norbert Zongo, parler aux journalistes,
parler du dossier Norbert Zongo, donner les informations sur l'état d'avancement du dossier en justice, pour moi, ça montre quand même une certaine prédisposition d'un certain nombre de membres de l'appareil judiciaire de faire avancer. C'est pour ça que je dis, comme Bourema le dit, je pense que si on a patienté, on a été aussi résilient et que l'insurrection nous a apporté un coup d'accélérateur. C'est vrai que 6 ans, on est très impatient parce que ça dure, mais montrons aux gens qu'on est résilient. Montrons aux gens qu'on a le temps. Oui, comme ça, ils ne vont plus jouer sur le temps. Il faut simplement qu'ils comprennent. Le symbole, quand il est arrivé au centre de Norbert Zongo, mais quoique les journalistes soient restés sur le fait qu'ils ont parlé de la question de jugement par contumace, il y a certains éléments sur lesquels il n'a pas voulu revenir. Oui, Bourema ? Oui, mais c'est normal que le procureur n'aille pas dans les sens, parce que il faut qu'on comprenne, nous, journalistes, on veut effectivement qu'on gratte beaucoup plus, qu'on peut voir ce qu'il y a derrière. Mais le procureur, il est tenu par le secret de l'instruction. C'est vrai que nous ne sommes pas tenus, mais lui, il est tenu par le secret de l'instruction. Donc, effectivement, ce qu'il peut faire, c'est donner les éléments communicables au public en l'état actuel de l'instruction du dossier. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'on a remarqué dans son attitude, ça dit, et Diallo a raison de dire que c'est aussi des indicateurs d'espoir. Parce que si vous vous rappelez les procureurs successifs qui ont parlé du dossier de Norbert Zongo, on a comme l'impression qu'ils jouissaient quand le dossier ne marche pas. Parce que c'était presque des avocats. Non, c'était plus des avocats de François Compaoré que des procureurs qui représentent la République, qui représentent l'État dans le dossier de Norbert Zongo. Et que ça leur faisait plaisir de dire, le dossier là, il n'y a rien de nouveau, il faut le classer. Donc, et aujourd'hui, on a vu un procureur qui a présenté un dossier et qui essaie de nous encourager en disant, tenez bon, le dossier là, nous au niveau de la justice, on ne l'a pas classé, nous sommes en train de travailler, il y aura procès. Et ça, c'est effectivement des indicateurs d'espoir. D'accord. Et quand on parle de Norbert Zongo, on ne peut pas ne pas aborder ce qu'il a permis, même en trépassant, c'est cette liberté d'expression que nous avons aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a le modèle qu'il est. Et je me rappelle que hier, c'était le 12 décembre, voilà, des chercheurs, des journalistes, dont vous, et des acteurs de la société civile avaient échangé sur une thématique. Norbert Zongo, un modèle de combat pour la justice, la démocratie et le développement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son engagement et qu'est-ce qu'il faut perpétuer un peu pour la génération qu'il y a aujourd'hui? Comme je l'ai dit toujours, Norbert Zongo, c'est pas seulement un journaliste. Norbert Zongo, c'est un citoyen complet, engagé sur toute la ligne, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan social. Parce qu'en plus de l'indépendant, Norbert Zongo a parcouru tout le territoire national pour donner des conférences, pour essayer d'éveiller les consciences des jeunes, des femmes, sur la nécessité de nous battre effectivement pour instaurer la vraie démocratie au Burkina Faso. Norbert Zongo aussi, c'est un fonctionnaire qui a renoncé au confort du statut de fonctionnaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'il était journaliste à Sidoya, il a renoncé au confort du fonctionnaire pour s'engager dans le privé, pour avoir toute la latitude de défendre ses idées, de pratiquer son métier avec toute la rigueur que cela recommande. Et ça, c'est Norbert Zongo. Ce que Norbert Zongo a fait, c'est que Norbert Zongo a semé aussi dans la jeunesse aussi le sens du combat, de l'engagement. Parce que quand vous regardez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se battent, que ce soit après l'assassinat de Norbert Zongo ou dans le cadre de l'insurrection, quand vous voyez des jeunes qui n'étaient même pas nés en 1998, qui portent fièrement le combat de Norbert Zongo, qui le citent un modèle, ça veut dire effectivement que Norbert Zongo a pu semer au-delà des médias, il a pu semer dans la conscience nationale, en tout cas, des graines du combat. Et ça, effectivement, il faut pouvoir effectivement canaliser tout ça. Et je crois que c'est ça qui continue aujourd'hui. Si on a pu faire l'insurrection en 2014, il ne faut pas vous y tromper. C'est parce que déjà, ce qui a commencé depuis 1998 jusqu'à un temps, ça s'est tassé. Mais dans le lutte des peuples, il y a des moments de déclic. Il faut quelque chose pour réveiller encore les gens. Et il ne faut pas s'étonner qu'à l'avenir, il y ait un autre élément de déclic qui va faire en sorte que les Burkinabés se remettent définitivement sur les rails en termes de changement, en termes de restauration de la démocratie. Parce que pour le moment, on doit dire que c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Le combat demeure. Dernier mot pour Abdoulaye Minès sur la question, c'est que le Centre national de presse Norbert Zongo, c'est bien cette liberté-là qui est défendue. On a vu que pour 2020, Reporters sans frontières nous a fait perdre 2 rangs. Hein. Ça veut dire que c'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel et je pense que même s'il n'en était pas très conscient, on ne le disait pas, plutôt s'il ne le disait pas, Norbert Zongo était quand même conscient du danger, il était conscient du travail qu'il faisait et de l'engagement. Comme quelqu'un l'a si bien dit dans le film, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas intimider,
c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. La seule option qui restait, c'était simplement de l'éliminer. Son élimination physique. Sinon, on ne peut rien faire avec Norbert Zongo. On ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'intimider. Ce n'est pas parce qu'on le menace qu'il va dérouter. Et donc, il a fallu, et je pense que c'était prévu, même lui, quand sa mère est venue, il a écrit Tempête sur le crâne, venu lui dire d'arrêter de crier, qu'il n'a jamais répondu à sa maman. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il a continué. Je pense qu'il en était conscient. Moi, j'ai eu une discussion que je me permets de rappeler avec lui le 10 décembre, une longue discussion. J'ai perçu ce jour-là, dans les échanges qu'on a eus, le sentiment que les taux étaient en train de se resserrer autour de lui, mais aussi la détermination de continuer quand même. Et je pense que donc c'est un sacrifice. Il faut assumer cela comme un sacrifice. L'ascendant de Norbert Zongo, c'est un sacrifice qui a permis aujourd'hui que les Burkinabés se sont peut-être tous sentis, mais on l'a laissé tout seul, quoi. Mais il était tout seul. Je pense qu'il y a eu ce sentiment-là de beaucoup de Burkinabés. Pourquoi on l'a laissé tout seul? Parce qu'à un moment donné, acheter l'indépendant, c'était comme s'engager, c'était comme poser un acte politique. Je me souviens, nous, à l'université, on avait formé un groupe pour dire on achète l'indépendant. C'est-à-dire on ne va pas lire l'indépendant de quelqu'un. Oui, on était fiers. Pourtant, il n'y a rien de fierté à avoir dans ça. Un journal, ça se vend, ça s'achète. Mais nous, on a formé un groupe, on dit on ne va pas le lire de quelqu'un, on va l'acheter nous-mêmes. Et on était très fiers d'avoir formé ce groupe. C'était ça, Norbert Zongo. Et donc je pense qu'il nous a apporté, son sacrifice nous a apporté la liberté, une certaine protection, la liberté d'expression. Et le journaliste d'investigation aussi a gagné ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul journaliste d'investigation, il y en a plusieurs. Et même les journaux, les médias d'État font l'investigation. Quand vous prenez le prix Norbert Zongo journaliste d'investigation, la plupart des lauréats burkinabés, c'est des lauréats des médias d'État. C'est la radio nationale, c'est Sidoya, c'est la télévision nationale, qui très souvent place des lauréats au niveau du prix d'investigation. Donc ça veut dire qu'il a donné du courage à tous ces journalistes qui s'engagent, qui font ce travail. Donc il nous a légué quelque chose qu'on doit préserver et que rien que pour ça, pour l'humain qu'il a été, et ça vraiment, fait bien de le dire, l'humain, la qualité de l'humain qui était Norbert Zongo, qui vibre chaque fois qu'un être humain est blessé, chaque fois que le droit d'un être humain est violé, Norbert Zongo est interpellé. Pour l'affaire David Ouedraogo, il peut dire que ce n'est pas son problème. Il est allé au-delà de ses écrits, a écrit le comité de soutien à David Ouedraogo. Il a créé ça. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de son travail de journaliste. Lisez ses éditoriaux. Mais c'est un éducateur. Il ne se contente pas de dénoncer. Il éduque son peuple. Donc je pense que c'est un paquet de convictions. Il nous a légué ça et on a l'obligation de continuer ce combat-là. Et surtout le devoir de se battre et d'être résilient, de ne jamais se décourager pour que justice soit rendue à Norbert Zongo. Et je dis, on a le temps. Merci bien, Diallo Ménès. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Merci aussi à Brema d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Reporter. On va nous poursuivre ce journal du dimanche au soir avec un reportage pour les accompagner, toujours sur Norbert Zongo, ce journaliste-là qui, avec sa plume, a titillé, puisqu'il mettait là où ça faisait mal, une plume dans la plaie, et ça fait vraiment mal. Et ce matin, outre la pose de gerbes de fleurs, il y a eu un meeting et c'était sur la place qui est donc fort des symboles, qui est la place de la Nation, et c'était aujourd'hui même. Le point nous est fait par Michael Tougri. Ce sont deux collectifs, le CODEMPP et la CCVC, qui maintiennent toujours la flamme, celle de la justice pour Norbert Zongo. À ce 22e anniversaire du crime de Sapoui, la soif d'un éventuel procès des inculpés dans l'affaire du journaliste d'investigation reste toujours une réalité. Nous avions pourtant espoir que le bout du tunnel était proche. Hélas, depuis la mise en examen d'éléments de l'ex-RSP, à savoir le soldat Christophe Kombassere, le caporal Wampasman Akoulman et le sergent Banagoulo Yaro, ainsi que l'avis favorable à l'extradition de François Compaoré par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris et tout récemment par la prise du décret d'extradition par le gouvernement français, le dossier, hélas, semble encore piétiner au plan pénal. Un dossier qui a néanmoins connu une avancée significative après la chute du régime Blaise Compaoré et 6 ans après les événements des 30 et 31 octobre 2014, l'espoir suscité par la réouverture du dossier Norbert Zongo constitue une victoire d'étape. Et ce sont des défenseurs des droits humains qui maintiennent toujours la pression, surtout celle de voir extrader François Compaoré visé par un mandat d'arrêt international. Au fil des 22 années consécutives de luttes acharnées
Notre conviction quant à la victoire du peuple sur les commanditaires et exécutants de l'assassinat de Norbert Zongo ne fait que se conforter. En clair, camarades, notre peuple exige et attend l'extradition de François Compaoré et le jugement de ses crimes lâches et odieux. Les vaines et multiples tentatives d'étouffer puis d'enterrer le dossier Norbert Zongo et compagnons n'ont guère prospéré et seront toujours voués à l'échec. Aujourd'hui, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé grâce à nos actions de veille, d'interpellation et de dénonciation, soutenues par une farouche détermination que 22 années n'ont pas suffi et que même des siècles ne suffiront pas à entamer. François Compaoré reste le principal suspect dans les événements tragiques de Sapoui. Norbert Zongo, directeur de publication du journal L'Indépendant, enquêtait sur le meurtre de David Ouedraogo, chauffeur du frère cadet du président Blaise Compaoré. Autre sujet que nous avons annoncé en début de ce JDS, journal du dimanche soir, que nous allons donc aborder à présent, c'est la question de la célébration de l'indépendance, 60e anniversaire à Banfora et à la fin, le passage de flambeau avec Zignaré. Nous y revenons dans ce reportage. Les feux d'artifice, c'est le dernier acte de la célébration du 11 décembre à Banfora, après la remise du flambeau à la région chargée d'organiser l'édition prochaine. C'est dans une ambiance festive que Fatoumata Benoît Yatassaye, gouverneur de la région du Plateau central, a reçu le flambeau des mains du ministre en charge de l'administration territoriale. Et c'est un président du comité d'organisation satisfait de la réussite de la célébration du 11 décembre 2020 qui traduit ses remerciements aux forces vives de la région des Cascades. Nous pouvons dire que, sans nous tromper, que la fête a été simplement belle donc, dans la région des Cascades. Je voudrais remercier donc Madame le gouverneur, comme je le disais, l'ensemble du comité régional, les filles et les fils pour tout ce qu'ils ont pu faire. Nous remercions donc les forces de défense et de sécurité qui nous ont entourés de leur protection et qui ont permis donc que cela se passe. Je vous remercie, vous de la presse, parce que vous avez relayé l'ensemble des événements qui se sont passés. Je voudrais simplement, en tout cas, remercier l'ensemble des populations de la région des Cascades, remercier donc tous ceux qui ont pu aider les fils et les filles de la région, parce que la fête a été tout simplement bonne et ça n'a été que du bonheur. Malgré la demande de report faite par certains acteurs, le 11 décembre à Banfora a été une réussite selon le secrétaire permanent du 11 décembre. Boukari Khalil Bara se dit satisfait de cette organisation qui a donné un visage plus rayonnant à la région des Cascades en général. Nous avons pu quand même réaliser l'ensemble des activités qui avaient été programmées dans le programme officiel. Cela nous a permis justement d'atteindre les objectifs, à savoir la fin en apothéose, en tout cas de la fête, qui s'est déroulée tout à l'heure. Ce que je peux dire également, c'est qu'en tant que secrétaire permanent, je suis vraiment satisfait de ce qui s'est passé à Banfora. En comparaison avec les autres régions, je pense qu'elle était très très bonne. Les autorités se tournent déjà vers la région du Plateau central où les travaux entrant dans le cadre du 11 décembre 2021 ont été déjà lancés. Et la gouverneure de cette région espère pouvoir relever le défi avec le soutien de ses collaborateurs. Abdoul Raïnié qui nous faisait donc le point de ce passage de témoin, et puis il parlait de la gouverneure que nous allons aussi écouter tout à l'heure, très engagée pour ce qui est de l'organisation de ce 11 décembre à Zignaré. Ceci dit, on reçoit maintenant pour parler justement de ce moment important de la vie de la nation, un des visages que vous connaissez assez bien, en la personne de Bernard Bougouma, chef de desk politique à WATFM et TV. Bonsoir Bernard et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy et bonsoir madame, messieurs. On a envie de dire Bernard, après toutes les polémiques
polémique, ça s'est quand même bien passé avant vous là. Oui, tout à fait. Ça s'est bien pensé, effectivement. Bon, la polémique, c'était lié à la qualité des infrastructures. C'était aussi lié au fait que c'est aussi des questions de finition pour des travaux qui ont traîné et puis qui ont eu de la difficulté compte tenu de la saison des pluies, compte tenu de la maladie à coronavirus. Donc, l'inquiétude de certains fils de cette localité, c'était que la fête se déroule au moment où des infrastructures qui, dans ce cas-là, ne sont pas encore réalisées ou ne sont pas encore finies. Donc, ils demandaient un report, le temps de finir pour qu'il y ait une célébration conjointe entre la symbolique de la fête, mais aussi l'effet de pouvoir désenclaver ou d'apporter des infrastructures de qualité à une région. Donc, finalement, ça n'a pas pu marcher parce que la réalité aussi, c'est comme un message qui est venu en retard au moment où les gaz étaient lancés par rapport à la tenue de la fête. Mais quand on regarde, il y a des polémiques, on va dire, récurrentes sur la question des ouvrages, leur qualité, les délais de livraison. On se pose la question de savoir, est-ce que, avec Zignaré qui va boucler la boucle, ça n'intime pas un genre de réflexion aussi sur tout ça? La réflexion a déjà commencé parce qu'il y a une évaluation qui est en cours, qui n'est pas encore terminée, par rapport aux retombées du 11 décembre de façon générale dans toutes les régions, parce que depuis que l'initiative a été prise en 2007 et commencé en 2008, les lignes ont véritablement bougé. Donc depuis Fada jusqu'à Banfora, donc l'année prochaine ça va se terminer à Zignaré. Donc il y a cette réflexion-là qui est en train d'être menée par rapport à la suite à donner. Parce que ce qui était prévu, c'est qu'après les régions, les chefs-lieux de région, ça va être les chefs-lieux de province. Alors aujourd'hui, est-ce que ça va être les chefs-lieux de province ou bien qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, il y a eu de l'amélioration. Avant, on construisait la cité des forces vives et tout. Maintenant, il y a des logements sociaux qui vont avec. Pas forcément des cités de forces vives où des logements sont construits, des appartements sont construits pour être revendus. La CNSS a mis de l'argent, la LONABE a mis de l'argent et après, il n'y a personne pour payer. Donc, il y a eu du réalisme à un moment donné dans la réalisation, effectivement, de certaines infrastructures. Donc, aujourd'hui, la réflexion s'impose, même si nous sommes en fin de parcours lié à la célébration tournante au niveau des chef-lieu de région. Cette réflexion prospective, comme on appelle ça, s'impose parce que les commémorations vont continuer. Maintenant, c'est quel contenu, où est-ce qu'on va les faire? Là, c'est là que la question reste posée. Évidemment, puis Zignaré, pour boucler la boucle, c'est quand même plein de symboles. Oui, plein de symboles. D'abord parce que c'est le patelin de Blaise Compaoré, donc Zignaré de Blaise Compaoré. D'ailleurs, Blaise Compaoré, que certains appellent l'enfant terrible de Zignaré. Zignaré aussi, c'est quoi? C'est la capitale de la région du plateau central. Quand on parle du plateau central, on parle également de Rochmar Christian Kaboré, originaire du Ganzourgou, donc de Zorgo, qui relève également du plateau central. Et comme l'a dit quelqu'un, c'est une région présidentielle entre griffes. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'engouement. Et en général aussi, la dernière commémoration aussi retient l'attention des uns et des autres parce qu'on se demande maintenant où on va aller. Donc, la première commémoration, la dernière également, sera très bien suivie en termes d'attention pour la boucle, qu'est-ce qui est réservé. Donc, il y aura beaucoup d'attention. Et la grande question qu'on se pose, Blaise Compaoré sera-t-il là au moment de cette commémoration ou bien ne sera-t-il pas là? Comment est-ce que ceux de Zignaré vont avoir une commémoration sans Blaise Compaoré qui était président du Faso? Et puis bon, donc, ironie du sort, c'est sa région qui s'est retrouvée dernière dans la commémoration. Peut-être que Blaise, en tant que président, aurait pu également travailler à ce que ça soit, mais ça ne l'a pas été. Donc, comment est-ce que les choses vont être vécues? Bon, là, on attend aussi de voir. En tout cas, la grosse interrogation, c'est ça. Et pour terminer, quand à Banfora, certains avaient demandé le report, ceux des Zignaré ont dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez décaler pour Banfora, mais 2021, c'est Zignaré et non pas bouger. Quels que soient les arrangements que vous allez faire à Banfora, faites, mais 2021, c'est Zignaré. Parce qu'il y en a qui tiennent également à avoir cette commémoration de leur vivant. Évidemment. Et puis, quand on dit Zignaré, quand même, hier, c'était la fête. Il faut le dire de façon très claire. Oui, tout à fait, c'était la fête, la joie et la présentation du flambeau. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la gouverneure du plateau central, c'est Fatoumata Beno. Je l'ai vécu avec beaucoup d'honneur, beaucoup de bonheur et je dirais même avec beaucoup d'émotion. Vous savez, depuis hier, nous étions à Banfora pour aller récupérer le flambeau et le plateau central est allé avec une très forte délégation. Vous nous avez suivis également à l'entrée au niveau de la région, au rond-point de Lumbila. C'était simplement impressionnant. Et il faut dire que l'idée de cette nuit du flambeau était de créer une dynamique, une fédération d'Afrique
davantage en tout cas entre les fils et les filles de la région du plateau central, une communion autour de ce flambeau-là, comme pour dire qu'il est l'heure pour nous. Et nous avons tant entendu ce flambeau et comme on a dit, la Providence a voulu que ce soit maintenant et plus que déterminé, ils doivent être pour que nous puissions ensemble réussir 2021, la fête nationale du Burkina Faso qui se tiendra à Zignaré dans la région du plateau central. Le message que j'ai à lancer, c'est l'union des fils et filles et un message également de remerciement au nom des fils et filles, le remerciement au chef de l'État, au gouvernement et à l'ensemble des ministres, mais spécifiquement au président du comité national d'organisation, le ministre d'État Matedessé, pour nous avoir passer ce flambeau-là et pour avoir en tout cas honoré et respecté l'agenda qui avait été décliné. Nous, on vous a dit simplement que c'est du jamais vu. Nous proposons, nous ferons de l'exceptionnel. Vous savez pourquoi de l'exceptionnel? Je l'ai dit dans mon allocution, parce que les 12 régions ont déjà abrité. Nous allons regarder tout ce qui s'est passé et de bien et de pas assez bien pour capitaliser, mutualiser un peu tout ça là, tirer profit des expériences des autres. On ne refera pas la roue, comme on le dit, on n'inventera pas la roue, mais évidemment que nous nous inspirerons des erreurs et des autres et que sur cette base-là, nous n'avons pas droit à l'erreur et c'est pourquoi je dis que ça sera de l'exceptionnel. Retour sur ce plateau, on sent la ferveur pour ce qui est de Zignaré. Et puis dès la réception de ce flambeau-là, c'était la fête comme nous le disions hier. Et puis il y a une mission qui est en train de tourner dans les différentes provinces pour présenter justement ce flambeau. Et nous avons notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara qui est justement de la mission. Bonsoir Maxime Jean-Eudes Bambara. Oui, bonsoir Geoffroy. Merci d'être avec nous. Vous êtes de cette mission-là, de tournée et de présentation de ce flambeau. C'est quoi l'engouement pour ce qui est du plateau central aujourd'hui? Effectivement, nous sommes de la partie pour la tournée dans la région du plateau central avec le flambeau du 11 décembre. Alors, c'est arrivé depuis hier et le flambeau a été accueilli à l'entrée de Lumbila. La première escale a été marquée justement dans la commune de Lumbila. Ensuite, on a pris la direction de Zignaré où on a justement tenu la nuit du flambeau de 20h jusqu'à minuit. Une nuit justement au cours de laquelle le gouverneur a appelé les populations à la mobilisation pour un 11 décembre réussi. Alors ce matin, on a continué avec l'étape du Ganjourgou. On a fait une escale à Nagrengo. Ensuite, Rapadama, un village de la commune de Zam. Après Rapadama, on a mis le cap sur Moktedo, ensuite Poudri, pour terminer ce soir même actuellement, on a à Zorgo, la dernière étape qu'on vient de finir. Et justement, en termes de mobilisation, il faut dire qu'on sent vraiment un engouement des populations de la région du plateau central. Les gens sont déjà dans la ferveur des préparatifs justement du 11 décembre que le gouverneur promet être du jamais vu comme le nord de la région, du chef-lieu de la région l'indique Zignaré. D'accord. Maxime, dernière question. On sait que pour ce qui est de Zignaré, ça a été lancé quand même depuis le 22 août parlant des activités. Est-ce que vous sentez au fil de cette tournée-là qu'il y a quand même une avancée par rapport aux polémiques qu'on a eues, soit à Banfora ou avant? Jusque-là, on peut dire qu'il y a une avancée, même si c'est timide, parce que effectivement, ça a été officiellement lancé le 22 août dernier. Et à en croire certaines autorités, jusque-là, il y a une mission de l'armée qui est venue pour l'identification des sites où seront réalisées justement les infrastructures du 11 décembre. Et au niveau de la région, les rencontres se multiplient avec les forces vives, justement pour que toutes les populations, toutes les couches sociales se sentent impliquées dans l'organisation de cette festivité et de ces festivités jeudi. Et il faut dire également que le 11 décembre à Zignaré marque la dernière étape tournante de la fête de l'indépendance au Burkina Faso. Et justement, à cet égard, le gouverneur a promis de tirer des leçons des 11 décembre passés dans les autres régions pour justement réussir la fête. Merci bien, Maxime Jean-Eudes Bambara. Et puis on vous attend à Ouagadougou. Bon retour à vous. On reste donc sur ce plateau-là. Nous allons passer à un tout autre sujet puisque le temps, lui, se fait vraiment court. On va parler économie et c'est après ceci.
David Nana avec moi pour parler de ce point important aussi de notre nation, parce que quoi qu'on dise, il faut parler développement, c'est très important. Et en la matière, vous avez préparé quelques éléments comme il est de coutume chaque dimanche pour ce JDS. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? D'abord, on va parler de cette rencontre qui a eu lieu avec le comité national de pilotage de pôle de croissance du Burkina qui s'est tenu donc mardi dernier. Il faut dire que c'est une rencontre qui a été placée sous le thème pôle de croissance de Bagré, bilan de 10 ans de mise en œuvre. Et je dois dire que c'est un thème qui tombe à pic parce que le plus souvent nous avons des projets ambitieux, mais il est de bon ton de parfois s'arrêter, faire le point de ce qui a marché et puis essayer de voir où il faut retaper pour que les choses puissent aller comme il se doit. Comme vous le savez, Bagré Pôle, c'est bientôt 10 ans et 10 ans au cours desquels on veut permettre donc une croissance de la production locale, mais aussi l'investissement privé. Et en même temps aussi, comme on parle de bilan, ça pose aussi le problème de ce que vous savez. On a des projets, comme je le disais tantôt, ambitieux, mais aussi il faut l'accompagnement. Et nous retenons que l'accompagnement aussi doit se faire à un certain niveau, notamment à la création de marchés. Quand je prends le cas du riz sur place à Bagré Pôle, c'est bien de pouvoir promouvoir donc la production de ce riz-là, mais c'est bon aussi de trouver un marché pour ce riz-là. Des débouchés pour ce riz-là. C'est vrai, il faut pas aussi ne pas toujours jeter l'anathème sur l'État, parce que très souvent on dit il faut interdire le riz qu'on importe, mais non, le Burkina Faso aussi a ratifié à certains engagements vis-à-vis des organisations supranationales comme l'OMC, quoique on peut quand même s'entendre, trouver le moyen de protéger, n'est-ce pas, ces producteurs locaux-là, il leur permet d'écouler ce riz. Mais je dis que la poire est partagée parce qu'il y a aussi nous consommateurs, il faut aussi à un moment donné que cette consommation, c'est vrai, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais à un moment donné, il faut un élan patriotique quand même pour consommer ce riz local et puis encourager tous ces investissements qui sont en train d'être faits, parce que du reste, Geoffroy, c'est un peu plus de 14 milliards qui a été injecté avec la création de pas mal d'emplois aussi à ce niveau-là. C'est bien, on parle de ce Bagré Pôle là. Bon, c'est vrai que chacun dira bon, ça a marché, ça n'a pas marché, c'est selon, mais c'est important pour les pays d'avoir des pôles où on a ce qu'on a comme acteurs du secteur de la finance ou des banques qui sont des capacités de financement qui peuvent bien permettre à travers ce type de pôle là d'injecter de l'argent à travers des garanties bien calées et bien précises et qu'on puisse avoir des producteurs qui en bénéficient avec des modalités de garantie qui les arrangent et qu'on puisse avoir aussi la question des débouchés qui est le Burkinabé de façon lambda qui adhère au projet et qui va vraiment chercher celui de Bagré là, et le mettre à la maison et le consommer. Mais quelquefois on préfère plutôt dire c'est lui que le problème, si ça n'a pas marché c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela. Est-ce qu'on s'approprie quelquefois les modèles que nous déposons nous-mêmes? Oui, il faut dire que pour le cas de Bagré, il y a quand même une appropriation. C'est vrai que la mise en œuvre, comme la plupart des grands projets sous nos cieux, d'ailleurs même si dans les pays développés vous ne mettez pas un projet et puis vous attendez tout de suite que ça marche comme sur des roulettes, ça peut démarrer mal avec quelques bisbilles, mais après on finit par retrouver la raille et puis on avance. Et comme vous l'avez souligné aussi, il y a ce problème de financement parfois de nos entrepreneurs. Ça cause véritablement un problème, vous le savez, vous l'avez si bien dit. Il y a des conditions, on peut s'approprier le projet, mais il y a des conditions d'octroi de prêt. C'est normal parce que chaque fois quand je mène ce débat, je dis n'attendez pas aussi non plus que les institutions financières et les banques ne sont pas là pour vos beaux yeux. Leur objectif premier, c'est d'abord de se faire un profit, c'est de maximiser, donc c'est de se faire un bénéfice. Et naturellement, il va prendre des garde-fous pour pouvoir également réaliser ce bénéfice-là et minimiser au mieux que possible ses coûts. Fort heureusement, Geoffroy, d'ailleurs on va le voir, si tu permets tout à l'heure, dans un reportage, où il y a quand même certains fonds, des initiatives de l'État qui accompagnent parfois ces entrepreneurs à travers des fonds. Je pense notamment à ce fonds-là qui, depuis 1975, sous le leadership du général Magarango, le fonds burkinabé de développement économique et social, FBDES, qui depuis lors fait son petit bonhomme de chemin et qui contribue énormément, n'est-ce pas, à financer bon nombre de projets dans notre pays. Ce fonds nous a intéressés, si bien que nous avons jeté un regard vis-à-vis de ce fonds-là. Et c'est maintenant.
Créé en 1975, le Fonds burkinabé de développement économique et social vise à permettre aux investisseurs privés de participer au développement du pays. Pour ce faire, un accent est mis sur l'entrepreneuriat et l'industrialisation afin d'être mieux perçus dans le financement de l'économie nationale. Toute chose qui réjouit les acteurs du secteur privé qui bénéficient d'accompagnement de la structure. L'initiative du gouvernement d'accompagner surtout les privés est salutaire. King Mondial Group avait connu des difficultés pour sa mise en œuvre. Heureusement que nous avons eu cet accompagnement, l'accompagnement du gouvernement qui nous a permis de réaliser une infrastructure qui aujourd'hui vaut 2,5 milliards à 3 milliards de francs CFA. C'est un accompagnement qui est conséquent, c'est un accompagnement qui est très intéressant et nous ne pouvons que saluer des initiatives pareilles pour accompagner, si vous voulez, les investisseurs privés dans la réalisation de leurs projets. Le Fonds burkinabé de développement économique et social est également un instrument de financement des jeunes entrepreneurs, une manière d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et promouvoir l'innovation, et cela à travers son programme Burkina Startup. Je suis admis comme Burkina Startup à 45 millions. Les termes d'emploi, je crois que c'est 15 personnes qui travaillent avec moi. Maintenant, nous travaillons par jour à peu près 500 kilos. Maintenant, on peut arriver maintenant à 1 tonne par jour avec la main que nous avons. Donc, ça fait qu'il y a des progressions. Avant, nous ne pouvions pas compétir parce que s'il y a demande, on ne pouvait pas satisfaire les demandeurs. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a demande, on pouvait maintenant satisfaire les demandeurs. Ça fait qu'on peut aussi chercher des marchés nationaux ou aller vers des clients grossistes. Donc, voilà, il y a la progression. On a pu aussi imprimer notre sac réel de 50 kg, le poids net de 50 kg. Bon, on a pu aussi payer de certains outils ajoutés. Donc voilà, il y a progression. Après 3 années de mise en œuvre, Burkina Startup a favorisé l'émergence de plusieurs petites et moyennes entreprises dans des domaines innovants selon le directeur général du fonds. Pour la suite, les responsables du programme comptent organiser des tournées dans les universités et écoles supérieures pour mieux faire connaître le programme et susciter l'adhésion des jeunes. Notons que le fonds a aussi mis en place le programme AgriNova en vue de soutenir la création d'entreprises dans les domaine agro-silvopastoral. Fonds burkinabé de développement économique et social, sur lequel David Nana a voulu nous entretenir. Quelques chiffres à partager parce qu'on a vu le reportage. Oui, d'abord, je dis que la genèse, au départ, c'était le fonds de voltaïsation des capitaux qui s'est muté avec plusieurs dénominations jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, le FBDES. Mais je veux spécifiquement m'attarder sur le programme Startup Burkina, qui à ce jour, 3 ans d'existence déjà, c'est un peu plus de 82 projets qui ont été financés avec à la clé la création d'un peu plus de 2000 emplois et puis aussi un investissement qui s'élève à 2,900 millions, 2 milliards 900 millions de francs CFA investis. Donc c'est quand même énorme. Et c'est des fonds, je dis, ce sont ces genres de fonds qu'il faut le plus souvent pour véritablement propulser le secteur privé. Parce que comme vous l'avez si bien dit, avec les banques traditionnelles, les institutions de finances traditionnelles, c'est pas toujours évident. Mais avec ces fonds, il y a quand même il y a de quoi propulser, n'est-ce pas, ces entrepreneurs locaux-là. Et puis on rassure aussi nos téléspectateurs que le directeur du fonds pourra aussi être avec nous pour... on l'espère bien parce qu'il devrait être là ce soir, mais bon, pour des petits empêchements. Mais on l'aura, elle nous a promis, on l'aura. Et on pourra parler donc de fond en comble de ce fonds-là, qui est une belle initiative dans tous les cas et qui accompagne ceux qui, comme les startups, débutent, ou bien ceux qui commencent à avoir besoin d'un genre de bouée financier pour pouvoir continuer leur activité. Merci bien David Nana de passer sur ce plateau. C'est moi qui te remercie. Et puis après économie, on parle sport. Et c'est maintenant. Assami Tiamtori, avec qui j'achève souvent mon JDS, journal du dimanche soir. On a de bonnes actualités sportives. Oui. Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Oui, bonsoir Geoffroy, bonsoir à tout le monde. Oui, ce soir on va parler du face au foot, la 15e journée qui a été jouée au cours de ce week-end, mais on va s'intéresser à la rencontre RCK AS Police, un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Colombo. Pourquoi ce match? Parce que ces deux équipes-là sont classées dans le ventre mou du tableau et elles avaient les mêmes points, donc il y avait rivalité un peu entre ces deux équipes. Il fallait se départager pour pouvoir jouer ce match-là. Voilà, après en tout cas une minute de silence
condoléances à l'endroit d'un dirigeant du RCK décédé. Le match allait à très rapidement, oui. Des occasions se sont créées, mais le RCK et l'AS Police n'ont pas pu se départager, à l'image de cette frappe où le portier s'est déployé de tout son long pour mettre ce ballon à l'état de nuire. Voilà. Et ici, en seconde période, vous allez voir l'AS Police qui gagne un coup franc mais tiré dans le mur, qui ne donne rien. À la suite de cette action, toujours l'AS Police qui est au charbon pour trouver une faille, et le gardien de 17 ans pour son premier match dans le face-au-foot, oui, 17 ans, et là il sort le ballon. Regardez sur le ralenti comment ce gardien, il faut le saluer parce que il ne jouait pas le face-au-foot, et le gardien titulaire qui n'était pas là, voilà, on l'a fait confiance et il a joué son premier match, c'était top, c'était bien, voilà. Donc match nul de 0 partout, même si quelques occasions se sont créées à la suite, encore à l'image de ce centre transformé peut-être en frappe, un centre-tir, et le gardien qui reste vigilant. Et là vous allez voir la dernière occasion sur cette passe, Assami, un homonyme qui devrait en tout cas choisir le côté opposé. Il y a aussi un autre joueur qui était là, qui devrait normalement chercher à marquer le but, mais qui a fait la passe. Donc on va dire que ces deux équipes n'ont pas pu se départager. Score nul et vierge, 0 but partout, et ils vont avoir un point de plus, donc 19 points chaque club. Donc ce n'est pas bien, puisque actuellement le championnat est assez serré. Une victoire est peut-être synonyme de plus de 3 pas en avance. Malheureusement, ces deux équipes n'ont pas pu avoir. Ils ont coupé la poire en deux. Donc 0 but partout. On va attendre la 16e journée. D'accord. Oui, également, il faut signaler que pour cette rencontre, c'était un match où on devrait voir les coachs sortir en tout cas les astuces pour montrer aux joueurs comment il faut faire dans ce genre de situation pour gagner. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais on va écouter l'entraîneur de l'AS Police, Drissa Ouedraogo, qui a parlé après ce match. On l'écoute. Un match très difficile, je l'ai dit toute la semaine. On joue contre une équipe qui a perdu 2 fois et ça sera difficile de vraiment les manœuvrer. Voilà, la réalité est là. On avait de la place pour prendre les 3 points. On ne va pas rougir dessus, on va continuer à travailler. Il reste 2 journées. On est toujours dans notre objectif, comme je l'ai dit la fois dernière. On va continuer à travailler. Bon, quelque part, il y a un pincement au cœur. Ils nous ont raté aussi. Nous, on a eu l'occasion de pouvoir scorer. On n'a pas pu scorer. On va continuer à travailler pour vraiment arrêter la spirale des matchs nuls, au moins avoir une victoire avant la fin des phases aller. On va dire que c'est l'essentiel. Hein, oui, bien sûr, c'est l'essentiel, en tout cas, la 15e journée, même si des matchs sont joués ce soir même. Donc on attendra lundi à l'émission Sporto à la matinale pour avoir plus d'informations. Un rendez-vous qui est pris avec vous à Assami Diémtoré et nos téléspectateurs. Ceci dit, c'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Portez-vous bien jusqu'à ce qu'on se voit dimanche prochain pour un autre JDS. Merci.